Bonjour, bienvenue sur LVA TV. Nous recevons ce matin Clément Leblanc, président des Céréaliers du Québec, et Dany Messier, vice-président des Céréaliers du Québec. Très heureux de vous voir ce matin avec le sourire parce qu'en fait, il était prévu depuis hier que vous veniez nous voir. C'était quasiment pour faire un coup de gueule parce que depuis une semaine, vous êtes un peu dans la panade avec la problématique du propane au Québec. Vous sortez du bureau du ministre Lamontagne et là, le sourire aux lèvres, c'est réglé. Effectivement, ça relève parce que la seule chose qu'on voulait qui se règle rapidement, c'était la grève au CN. Puis en sortant du bureau du ministre Lamontagne, ils nous ont dit que la grève apparemment est réglée, que le CN va recommencer à travailler demain matin à 6 heures. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on peut avoir parce que nos producteurs s'en venaient vraiment désespérés. Ils nous appelaient sans cesse pour commettre des gestes d'éclat. Oui, parce qu'on voyait il y a un fil Messenger, grève Info CN, où quand ça commençait à chauffer un peu. Là, il y avait des projets de faire des blocages dans les centres d'alimentation, des blocages d'aller bloquer les trains. Il y avait quand même plusieurs projets qui s'en venaient pour les prochains jours. En fait. Oui, mais il faut comprendre aussi qu'avec la saison qu'on a eue, toutes les intempéries de l'automne, le maïs à terre, le maïs sous la neige, il y a une période de récolte qui s'en vient probablement sur la fin de la semaine, après la fonte de la neige dans notre région. Récolter du maïs à terre, ça ne prend pas de neige. Si on veut faire une belle récolte, là, il annonce la pluie, ça va fondre, il annonce un gel. On va pouvoir aller travailler sans maganer nos sols. C'est que la période se présente, puis là, tu vas dire au gars, tu ne récoltes pas, tu n'as pas de propane. Et il était là, le désarroi. Là, avant qu'on revienne sur l'aspect politique des choses, racontez-nous, effectivement, le désarroi, il était là. Puis il faut comprendre aussi que si vous aviez vécu encore 8 jours, 10 jours, 15 jours, mettons, on aurait attendu le 5 décembre, le retour en chambre pour avoir une loi spéciale. C'est quoi le réel impact que ça aurait eu et pour vous et pour toute la chaîne alimentaire? Il y aurait un impact important parce que nous autres, si on ne pouvait pas récolter nos champs maintenant, le maïs abîmé comme il est cette année, couché, versé, pratiquement à plat dans certains champs, avec la venue de l'hiver, la première bordée de neige qui aurait réellement resté, qui aurait resté au sol, ça aurait été devenu impossible de récolter nos champs. Donc ça a un impact aussi après sur les semences au printemps prochain. Ça aurait eu des impacts importants parce que aussi on parle que premièrement de grosses pertes économiques pour les fermes parce que le maïs reste au champ. On parle probablement potentiellement de survie d'entreprises qui ne passeront pas au travers. On parle de détresse psychologique, on parle de toutes choses. Ensuite de ça, il y a des fosses alysies qui sont pleines présentement parce qu'on a eu un très mauvais automne. Il n'y a plus énormément au mois d'octobre. On a eu battu des records de précipitation dans certaines régions. Il y a neigé abondamment au milieu de novembre. Il y a plusieurs lisiers ou fumiers qui ne se sont pas étendus parce que les conditions n'étaient pas propices dans le champ. On ne pouvait pas aller au champ. Là, il y a des réservoirs à lisiers qui sont pleins, qu'il faut qu'ils soient vidés cet automne parce que les producteurs n'auront pas de place pour les mettre. Si on ne récolte pas le maïs, c'est des réservoirs à lisiers qui ne se vident pas. C'est des travaux d'automne qui ne se font pas, qui vont compromettre probablement les semis du printemps. C'est de la nourriture qu'il n'y aura pas pour les animaux parce que nos grains, le maïs grain en particulier. Mais s'il n'y a pas de nourriture pour les animaux, puis si vous avez des problématiques d'avoir des travaux au champ au mois de mai-juin prochain avant la semence, M. Messier, ça veut dire que le consommateur aussi en pâtit en fait, en bout de course. Oui, le consommateur va avoir un impact au bout de la ligne. Parce que si on n'a pas de grains ici, c'est du grain de l'extérieur qui rentre, c'est des grains qui sont plus dispendieux, c'est des fabrications de moulées qui vont être plus dispendieux. Pour le règlement qui vient d'être annoncé il y a quelques minutes, vous rentriez en studio, puis on voyait que tout le monde annonçait règlement, donc entente entre les deux parties. Soyons honnêtes, vous sortez du bureau du ministre Lamontagne, ce n'est pas non plus la rencontre avec le ministre Lamontagne qui a réglé. On comprend que vous nous disiez tout à l'heure en entrevue que le ministre Lamontagne a été très proactif dans les médias. Oui. Je pense même hier soir, on le voyait sur RDI où il a été vendredi matin à Coteau-sur-le-Lac, il était hier à RDI, il était à LCN. À chaque fois, d'ailleurs, il vous cite. J'ai remarqué, avant, on parlait juste des producteurs de grains. Là, maintenant, il cite les producteurs de grains et les céréaliers du Québec. Là. Vous êtes comme deux organisations, entre guillemets, presque reconnues. Mais on ne sait pas exactement qui a été le plus pesant pour régler. Est-ce que c'est le ministre Lamontagne avec son influence? Est-ce que c'est Mme Bibeau qui vient de retourner en poste? On peut juste faire des spéculations là-dessus, mais nous autres, on voudrait remercier vraiment le ministre Lamontagne parce qu'il a semblé être vraiment à notre écoute et il avait l'air à vraiment saisir l'ampleur de la situation, la détresse chez les producteurs. On y en a parlé d'ailleurs pendant notre réunion. Puis il voulait vraiment nous aider. On comprend qu'il est au provincial puis que la problématique était plus au fédéral. Mais il nous appuyait réellement, puis essayait de trouver toutes les pistes de solutions pour nous aider. Ils ont fait des recherches pour trouver du propane un peu partout. Ils parlaient d'en importer du Maine
ou d'autres États limitrophes américains, un peu partout au Canada. C'est peut-être là qu'on reconnaît le côté entrepreneur, son passé entrepreneur dans son rôle de ministre, parce que finalement, une problématique qui se pose, et en fait, il est le premier à chercher certaines solutions. C'est ce qu'on a pu comprendre. En fait. Oui. Mais sur le fond politique, là, comme on ne sait pas exactement qui a réglé quoi, il reste qu'il y aurait eu une solution aussi déjà il y a quelques jours, ça aurait été d'enclencher le projet d'une loi spéciale. Puis là, il y a des gens qui étaient contre. Puis il y a des gens qui étaient contre, notamment le NPD, le Bloc québécois. Vous n'avez pas eu le soutien en fait, de certains politiciens, notamment vous êtes tous les deux dans la région de Saint-Hyacinthe, donc vous avez un député bloquiste, Oui. Simon-Pierre Savard-Tremblay. On sait que Simon-Pierre Savard-Tremblay a fait une campagne très très en faveur de l'agriculture, que Yves-François Blanchette a été très très fort aussi sur le thème de l'agriculture pendant les élections. C'est quoi la lecture que vous faites de la situation que vous venez de vivre avec le Bloc, avec votre député en fait? Ben, ce qu'on pouvait lire, ce qui se promenait sur les réseaux, ce qu'on pouvait lire du Bloc, c'est qu'il n'était pas en faveur d'une loi spéciale. Il était en faveur que le syndicat s'entende. Il disait qu'il n'était pas pour appuyer les agricultures. On avait besoin d'aide, on avait besoin que ça avance vite. Puis eux autres voulaient laisser aller. Moi, je suis personnellement très, très déçu de la réaction du Bloc. Le Bloc a été élu principalement dans les régions du Québec, puis c'est vrai qu'il a fait campagne beaucoup sur l'agriculture, qu'il a supporté les agriculteurs, il parlait d'agriculture dans leur campagne électorale. Puis au premier pépin sérieux qu'on a, ils nous ont laissé tomber carrément pour parler d'une solution négociée. Est-ce que c'est le fait que c'était un syndicat en fait et qu'ils ne voulaient pas s'enfarger en face d'un syndicat et qui sont très proches des syndicats en fait? Je ne sais pas c'est quoi la problématique, s'ils voulaient soutenir les syndicats ou s'ils comprenaient mal la situation sur le terrain, parce que la situation était peut-être plus dramatique qu'ils croyaient. Puis votre syndicat officiel, parce que vous êtes les Céréaliers du Québec, on sait que vous êtes une association parallèle, non reconnue par la loi. L'UPA, est-ce qu'ils étaient vraiment en faveur d'une loi syndicale, d'une loi spéciale? Je ne suis pas sûr Oui. qu'ils l'ont dit clairement. Pas clairement. Plus ou moins clairement, disons. Plus ou moins clairement. De négociation rapide puis d'un règlement très rapide du conflit, mais non, je pense pas. On n'a pas parlé de trop. On n'a pas parlé de ce sujet-là. Mais la particularité qu'on a vécue cette semaine, quand même, c'est de voir. Puis je sais que Clément Leblanc, vous m'avez appelé dès vendredi matin pour me dire que vous alliez à des manifestations, que vous vous ralliez en fait à l'UPA parce que c'était pas le temps de faire de la politique, il fallait vraiment régler le problème. C'est assez honorable d'ailleurs de votre part de dire nous on va de l'avant avec eux. Puis ce matin au bureau du ministre de la Montagne, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous étiez présent et en sortant, c'était les producteurs de grains qui étaient reçus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une chimie qui s'est créée entre les producteurs de grains, peu importe la pensée politique. Là. Oui, bien, réellement, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé personnellement M. Overbeck, qui est président des producteurs de grains. Je lui ai dit, écoutez, là, la situation est trop critique, trop grave, nos producteurs souffrent, ça va mal, on va vous appuyer, on n'a pas l'organisation que vous avez une grosse organisation, beaucoup de dollars, beaucoup plus de moyens financiers que nous. Je lui ai dit, écoutez, si vous faites n'importe quelle sorte de revendication, de manifestation, on va vous appuyer, on va convoquer nos membres, puis on va pousser dans la même direction que vous autres. Là, c'est pas le temps de parler de nous différents, c'est le temps de se rallier et de pousser tous ensemble. Là, vous êtes en train de faire la démonstration que finalement, même plusieurs idées syndicales, quand on dit souvent, oui, mais s'il y avait plusieurs syndicats, ce serait le bordel, puis on ne s'entendrait pas. Puis là, vous faites la démonstration que plusieurs idées syndicales divergentes peuvent, sur un point commun, se rallier. En fait. Donc, ben, vous faites la démonstration que le pluralisme syndical, c'est pas si impossible que ça. Ben, c'est l'importance quand c'est un problème global qui touche tout le monde. C'est pas le temps de sortir les chevals de bataille ou quoi que ce soit. On pousse tout le monde dans la même direction. Dernier point. J'ai toujours pensé, moi, qu'avec un pluralisme syndical, on serait encore plus fort. Parce que quand il y a un point important, que tout le monde est d'accord, on pousse tous dans la même direction. Puis déjà, ça fait plus de pression. Ben, les politiciens comprennent que là, c'est urgent, puis que tout le monde pose dans la même direction, que c'est pas un point anodin, que c'est quelque chose d'important qu'il faut régler. Puis là, on a tous poussé dans la même direction. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le pipeline, en fait, parce que dans la semaine que vous venez de vivre, un peu catastrophique, il y a eu plusieurs choses sur les réseaux sociaux qui sont venues, notamment l'idée du pipeline. C'était beaucoup poussé par le Parti conservateur en disant finalement il y aurait un pipeline, il n'y aurait pas de grève. Ça, c'est une position, mais ça pose la problématique aussi des producteurs qui disent ouais, mais le pipeline va passer sur nos terres agricoles. Ça rembarque une autre problématique. Est-ce que vous avez, vous, une position ou personnelle, ou les céréaliers, ou le CEA? C'est quoi la position par rapport à ce projet de dire on pourrait régler le problème, oublions les trains, puis passons par le pipeline? Ben, on en a discuté un peu. On n'est pas tous d'accord sur le conseil d'administration. Il y en a qui sont plus pro-pipeline, puis d'autres moins. Puis c'est sûr que
les pipelines passent souvent sur les terres agricoles. Puis je pense peut-être la problématique est mal comprise. Certains ont peur encore qu'ils trouvent que c'est un moyen de transport dangereux, que les fuites ne peuvent pas être détectées. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un peu de désinformation là-dedans. Mais personnellement, il y a une dizaine d'années, il y avait un projet de gaz naturel qui passait devant chez moi. Dans le temps, c'était Gaz Métro, qui est devenu Énergie maintenant, a fait monter un projet de gaz naturel pour alimenter nos séchoirs à maïs, pour alimenter les poulaillers, différentes productions animales. Il y avait même une petite usine à Savannah-Baie dans mon coin. Puis les tuyaux étaient arrivés, Gaz Métro disait que c'était un projet rentable pour eux. Puis là, il fallait que ça passe devant la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie a refusé le projet. Le projet ne s'est jamais fait. Puis là, ben, on continue à nous desservir en gaz propane, livré par des camions sur la route, qui, à mon sens, est pas mal plus polluant qu'un tuyau enfoui qui m'apporterait du gaz naturel. Que j'avais juste à ouvrir le robinet puis j'aurais du gaz naturel au séchoir tous les années. Est-ce que c'est une perception des Québécois, en fait, que, en fait, parce que le pipeline, ça va régler des problèmes de l'Ouest canadien, puis il y a une telle bataille entre l'Ouest canadien et le Québec que finalement, on veut pas régler les problèmes de l'Ouest, en fait. Est-ce que ça pourrait être ça, en fait? Bien, c'est sûr que t'enlèves le propane sur les rails, ça vient de régler un problème de l'Ouest. On est moins dépendant aussi d'une grève pour pouvoir répondre à la demande. Le pipeline, c'est peut-être une solution des moins pires pour l'instant. C'est le temps qu'on trouve d'autres solutions, d'autres énergies, d'autres ressources, de nouvelles façons d'utiliser pour sécher nos grains ou quoi que ce soit pour les prochaines années. Je pense que c'est une des solutions les moins pires. Est-ce que c'est un sujet, le pipeline, qui a été récemment abordé, ou que ce soit avec M. Lamontagne ou avec la ministre Bibeau dans vos dernières relations la dernière année? Ça se parlait ou ça se parlait pas parce qu'il n'y a pas de problème de propane? Non, on n'en parlait pas réellement avant. C'est peut-être la crise du propane qui a fait ressortir tout ça. Ouais. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus nous voir ce matin. Ça fait plaisir. Merci.